6 janvier 2020, le conseil de ville de la municipalité de Sainte-Catherine de Hatley s'est réuni. Pour nous en parler, nous avons le maire Jacques Demers et la directrice générale Christine Labelle. Dans quelques instants, on va parler avec eux du dépôt des états financiers. On va parler aussi du compte de taxes. Il y a un amendement qui est important. Et puis, au niveau de la réforme de la fiscalité agricole aussi, il y a quelque chose qui est important. On va en discuter dans quelques instants. On vous parle aussi de ce qui s'en vient avec la fête des neiges et une journée ski gratuite. Mais on va ouvrir avec une embauche importante puisqu'il s'agit du contremaître des travaux publics, un poste qui a été ouvert à quelques reprises, là, si je me souviens bien, c'est ce dont on discutait lors de la dernière entrevue. Et finalement, on a trouvé la perle rare. Monsieur Demers, je commence avec vous. Oui, on est bien content de pouvoir annoncer l'arrivée d'un nouvel employé. Enfin, j'oserais dire M. Rodrigue, qui va être en poste d'ici quelques semaines normalement. Le passé de M. Rodrigue, qu'est-ce qui a fait en sorte que c'est lui qui s'est distingué, Mme Labelle? Monsieur Rodrigue a plusieurs cordes à son arc. Il a travaillé, c'est un technicien en ingénierie. Il a travaillé en usine, il a travaillé pour des compagnies de déneigement. Il a beaucoup d'expérience, là, une cinquantaine d'années. Donc, on a considéré que son profil correspondait tout à fait aux travaux d'un contremaître des travaux publics, qui inclut non seulement la voirie, mais également l'entretien des bâtiments et des infrastructures de la municipalité, incluant les parcs. Est-ce qu'on a déjà une date là, pour le début de l'emploi? C'est pas convenu précisément, mais j'oserais dire début février. Dans le rapport annuel de l'inspecteur en bâtiment et environnement, on a évidemment l'ensemble de ce qui a été fait à titre de demande de permis pour toutes sortes de choses. Et ce qui est le plus intéressant, c'est de voir au niveau des constructions de nouvelles résidences sur le territoire de la municipalité. Et donc, on parle de 18 nouvelles résidences pour l'année 2019. Monsieur Demers, est-ce que c'est une constante? Est-ce que c'est une année record? Je sais trop. Oui, c'est pas mal dans les chiffres qu'on va retrouver, 12, 15, 18, parfois 20 résidences, ce qui est quand même plus de 1 de notre nombre de maisons qui se rajoutent année après année sans nécessairement d'avoir de développement important à Sainte-Catherine. On n'a jamais misé sur ce côté-là, mais on est un endroit attractif où ce que c'est facile quand il y a des terrains de disponibles, il y a des constructions qui se passent. Il reste quelques endroits encore possibles, mais on ne cherche pas présentement à dézoner ou vraiment à travailler de ce côté-là. Il y a parfois des offres, des choses qu'on regarde à long terme, mais à court terme, on voit ces chiffres-là, puis on voit beaucoup de rénovations aussi. Des maisons qui changent année après année, des rénovations très, très importantes qui se passent sur le territoire. Et c'est ce que le chiffre global nous montre, Madame Labelle. On parle quand même de plusieurs millions de dollars là, qui ont été investis dans la municipalité de Sainte-Catherine, soit par ses résidents ou les nouveaux résidents. Évidemment, la valeur totale des travaux peut varier. Le chiffre que je vous donne est une estimation, 9 600 000 $ grosso modo. Bien sûr, lorsque les citoyens nous demandent des permis, nous leur demandons d'évaluer les travaux. Souvent, je dirais en majorité, ce qui arrive, c'est que la valeur est plus élevée à la finalité des travaux, mais on approche le 10 millions pour la valeur totale en 2019 de tous les permis. On va rester dans les chiffres. Dépôt des états financiers 2019. Alors, c'est l'occasion de comparer ce qu'on avait prévu comme budget et ce qui est réellement rentré. Et avec ce dépôt des états financiers, on a une bonne idée des revenus. C'est au niveau des dépenses là, que ça demeure un petit peu plus difficile. Donc, quand même, un 500 000 $ de plus que ce qui avait été prévu initialement dans le budget au niveau des revenus. Bien sûr, lorsqu'on fait les prévisions budgétaires, on ne connaît pas les demandes de permis pour l'année qui va venir. Donc, on ne sait pas exactement combien de nouvelles résidences seront construites. Donc, nous avions prévu en 2019 un budget de 3 millions pour ce qui est des revenus. Au final, comme vous dites, on est arrivé à un revenu de 3 600 000 à peu près. Donc, grosso modo, là, 500 000 $ de plus. Et au niveau des dépenses, qu'on a de la difficulté à se fier finalement aux chiffres qui sont là présentés là, dans les états financiers. Pouvez-vous juste expliquer pourquoi aux auditeurs?
Ce qui a fait varier les prévisions budgétaires 2019 au niveau des dépenses qu'on avait estimées à 2 800 000, c'est que nous ne savions pas encore si nous allions faire les travaux du chemin de North Atlee. Les travaux du chemin de North Atlee ont coûté 1 million approximativement, je dirais plus précisément 952 000 $. Donc, évidemment, on rajoute presque 1 million à des dépenses, ça modifie grandement le montant. Le total des charges pour 2019 s'élève à 4 470 000. Mais ça sort pas tout des coffres de la municipalité. C'est là qu'il faut faire cette petite nuance-là. Effectivement. L'état des dépenses déposées lundi soir en conseil ne tient pas compte des subventions à recevoir. Donc, ne serait-ce que pour le chemin North Atlee, nous recevrons une subvention de 500 000 $ qui a été confirmée hier, justement. Donc, qui sera versée en partie dans les prochaines semaines à hauteur de 50 000 $ par année. Donc, un état financier brut comme celui dont on parle ne présente pas ne tient pas compte de toutes les subventions que nous recevrons. Donc, c'est pour ça que le chiffre des dépenses semble très gonflé. Monsieur Demers, je me tourne vers vous. On va parler des taxes. On a déposé, évidemment, les taxes pour l'année 2020 lors de la réunion du mois de décembre où on présentait le budget et tout ça. Mais là, on est obligé de faire un amendement. Il y avait eu un oubli qui vient gonfler légèrement le compte de taxes pour les résidents du village. On l'avait déjà compté, on savait qu'il allait être là, c'est qu'on ne l'avait pas mis dans le règlement. Ça fait qu'on a dû faire une résolution pour l'intégrer au règlement. C'est tout simplement les coûts reliés au champ d'épuration qui connectent, dans le fond, l'ensemble des résidences du village. C'est ce qu'on répartit entre les résidences. Le principal joueur autour de ça reste la municipalité, là, avec l'hôtel de ville, le chalet, l'ancienne caisse populaire, la salle communautaire, sans oublier non plus l'église et le presbytère qui sont quand même qui font partie aussi de cet ensemble-là. Et ça, c'est la municipalité qui se trouve à payer pour l'église et le presbytère et même l'école, vous m'appreniez en pré-entrevue, parce qu'ils utilisent évidemment le champ d'épuration, mais eux ne sont pas taxés pour ça. Il y a différentes formules. Il y a certaines taxations, donc pour l'école, qu'on va chercher des équivalences. Ça fait que oui, il y a un montant quand même qui vient de là, mais c'est qu'on leur envoie certains frais, mais on ne peut pas les taxer de la même façon qu'on taxe l'ensemble des autres résidences. Et là, dans les frais qui sont reliés à cette fameuse fosse septique, bien, on a l'installation du débitmètre dont on a parlé quelques fois en 2019 et l'entretien général de la chose. Ça veut dire combien à peu près sur une année, là, Madame Labelle? Je vous prends peut-être un peu à brûle-pourpoint là, avec ça. On a estimé que le montant par unité de résidence s'élevait à 113 $ par année. Donc, le 113 $ par année a été appliqué à partir de cette année et jusqu'à preuve du contraire pour les prochaines années, soit dans un premier temps pour payer le débitmètre qui était de 43 000 $ et par la suite, ce montant-là sera maintenu pour entretenir le système de fosse septique et le champ d'épuration qui, si je me trompe pas, est d'environ 30 ans d'âge. Donc, on a dû commencer l'année passée à faire des réparations que la municipalité a assumées. Mais ces montants-là sont maintenant, la partie taxe en lien avec les installations septiques a été bonifiée de 113 $ par unité. Une maison équivaut à une unité. Un commerce est évalué à plusieurs unités selon son usage. Ces unités-là ne sont pas inventées par la municipalité, mais ce sont des références du ministère de l'Environnement. Et donc, est-ce que chaque compte de taxe, chaque résident ici au centre-ville va tout à coup recevoir une augmentation de 113 $ sur son compte de taxe 2020? C'est ce que je comprends, M. Demers? Ben dans le fond, oui. Ils ont la chance d'avoir une fosse septique commune dans ce cas-là, ce qui est pas le cas des autres résidences. Chacun des résidents paie pour sa fosse. On le sait, de construire une fosse septique, ça va coûter facilement entre 15 et 25 000 de construction. Ça fait que quelqu'un qui est capable pour moins de 150 $ par année d'avoir ce genre de service-là, c'est merveilleux. Je pense qu'il y a des coûts très, très bas de ce côté-là. Tant qu'on va pouvoir restreindre à ces coûts-là, on est bien chanceux. Et est-ce que vous attendez à certaines réactions des résidents? Parce que si je comprends bien, c'est la première année là, où tout à coup on se retrouve avec une ligne comme ça.
Pendant plus de 20 ans, ils se trouvent avoir payé quand ça avait été mis en place. On avait fini ces paiements-là. C'est pour ça qu'il y a eu quelques années sans avoir de frais. Et là, c'est les nouveaux frais, étant donné que ça prend de l'âge. Puis, il y en aura aussi des nouveaux quand on aura à reconstruire ou à refaire la tuyauterie ou quoi que ce soit. C'est que cet endroit-là, on le fait de façon commune. Et 51% des frais sont de façon collective par les installations de la municipalité. Réforme de la fiscalité agricole. C'est un dossier qui, celui-là, est national et là, on appuie à la municipalité la FQM dans une lutte qui est en train de s'installer entre la FQM et l'UPA, qui veut réformer la fiscalité agricole, mais ce serait au désavantage des municipalités. Alors évidemment, là, on n'a pas le point de vue, on n'a pas le président de l'UPA avec nous qui pourrait débattre de son point de vue, mais on a le président de la FQM. Fait qu'on va à tout le moins entendre ce côté-là de la médaille. Qu'est-ce que l'UPA demande et pourquoi, pour les petites municipalités du Québec, c'est pas tenable, là? Ce qu'on comprend dans la demande, dans la modification, qui est le projet de loi 48, c'est qu'on veut plafonner, dans le fond, certaines terres agricoles au Québec et les autres endroits sur les évaluations, enlever la tranche des transactions les plus élevées. Ça crée une perte de revenus aux municipalités. Où ce qu'on n'est pas d'accord, c'est qu'on se dit, bien, l'agriculture, on y tient, puis dans la plupart de nos territoires, c'est souvent, au niveau de l'économie, la première économie, c'est l'agriculture dans les milieux ruraux. C'est connu. On serait prêt à revoir la façon que les terres sont évaluées. Ça, faut peut-être le regarder souvent sur des bases de trop petites parcelles rapport à ce qu'ils représentent sur notre territoire, puis l'application, peut-être que les chiffres sont gonflés à ce moment-là dans les valeurs à côté du réel. Je pense que ce côté-là, il faut le regarder. Mais de penser qu'on va diminuer les revenus pour que les autres citoyens paient la différence, que les frais municipaux resteront pas ça fait pas diminuer nos coûts, mais on pourrait avoir une perte de revenus qui devrait être assumée par les autres résidents. C'est à quoi présentement on dit non. Et il faut savoir aussi que dans la fiscalité municipale, ben, la taxe agricole, la taxe foncière agricole ne peut jamais être plus élevée que la taxe foncière résidentielle, alors que les taxes des commerces sont déjà plus élevées, alors que l'agricole se retrouve comme à cheval entre les deux. C'est à la fois la résidence et c'est du commerce, coudonc, l'agriculture, là. Oui, il y a quand même le côté résidence qu'on sait qu'à 100% ils sont taxés. La résidence, quand même, sortie de l'entreprise, celle-là est chargée. Mais de l'autre partie, est subventionnée de façon très importante. Puis on pense que c'est à l'ensemble des Québécois à subventionner ça et non pas seulement qu'aux municipalités, là où se retrouvent ces terres agricoles. Donc, un dossier à suivre, évidemment, j'imagine ça va s'étaler sur quelques mois, voire quelques années, là, avant que tout ça aboutisse? Ça devrait être plus rapide que ça. Le projet de loi devrait, dans les prochains mois, être déposé, puis ça peut peut-être avancer assez rapidement de ce côté-là. Parfait. Donc, vous vous opposez au projet de loi tel qu'il est déposé actuellement, c'est ce qu'on comprend. On a un dernier dossier qui concerne l'argent, l'autorisation de paiement pour le remplacement du ponceau du chemin brûlé. On a le chiffre officiel, on en avait déjà parlé un peu le mois dernier, Madame Labelle. Au final, c'est 83 000 $ que ça aura coûté, là, et tout ça dû aux pluies diluviennes qu'on a reçues le 1er novembre. Oui, vous avez bien raison. Le chemin du brûlé est réouvert depuis le 16 décembre. On espère que la tempête qui est annoncée cette fin de semaine et qui sera du passé lorsque les gens entendront le microphone n'aura pas eu lieu. Ceci dit, la municipalité est à compléter un programme de financement pour sinistres. Donc, on espère qu'une partie pourra être remboursée par ces programmes-là. Au moment où on enregistre l'entrevue, on nous annonce une fin de semaine tout en yo-yo avec de la pluie, du verglas, de la neige et toutes sortes de choses. Mais on garde confiance dans la MRC Memphremagog et on organise quand même la Fête des Neiges 2020. C'est pour le 1er février et le 2 février, journée de ski gratuite. Alors, on commence par la Fête des Neiges. Est-ce que c'est toujours la même équipe qui pilote la chose pour mettre tout ça en place? Une équipe de bénévoles assez dynamique, là? Comme vous le dites, c'est un comité des loisirs très dynamique présidé par Éric Beaupré et ses acolytes. Donc, cette année, la Fête des Neiges aura lieu au village et non pas au camp Dominique Savio. Donc, ça donnera une couleur tout à fait différente. Alors, on invite les gens à participer en grand nombre comme l'an dernier. Quand même assez sage, je trouve, de ne pas nécessairement prévoir de la pêche sur la glace cette année, parce que jusqu'à maintenant, je suis pas sûr qu'on est capable d'en faire. Le lendemain, Monsieur Demers, je me tourne vers vous, le lendemain, c'est au Mont Harford qu'on espère pouvoir aller skier.
Oui, puis les craintes, pour moi, sont pas là. Rendu au 1er février, avec les froids qui nous annoncent, là, on passe une fin de semaine difficile, mais par la suite, on devrait présenter des conditions extraordinaires de ce côté-là. Puis c'est gratuit, il faut le dire, le répéter. Tous les citoyens de la MRC Manfred-McGill, donc tous les citoyens de Sainte-Catherine-de-Hatley peuvent aller skier au Mont Offord de façon gratuite le 2 février. Preuve de résidence, tout simplement, ou compte de taxes. Puis vous allez l'avoir reçu depuis à peine quelques semaines. Des fois, ça l'aide à le faire passer, mais un compte de taxes qui est quand même pas monté beaucoup, mais il faut quand même pas gêner d'en parler. Mais c'est ce qui identifie nos résidents. Puis avec ça, sans problème, ce côté-là est gratuit, 2 février. Jacques Demers, maire de Sainte-Catherine-de-Hatley, Christine Labelle, directrice générale, merci à vous deux pour cette entrevue. Quant à vous, chers auditeurs, je vous invite à faire circuler l'entrevue en question, comme toujours, sur Facebook, Twitter et autres réseaux sociaux. Au microphone, Rémi Perra.